Bonjour à tous, c'est un épisode hors série que je vous présente aujourd'hui. La question des représentations des Asiatiques dans le cinéma est un grand sujet, surtout en cette année 2023. Everything Everywhere All at Once des Daniels est officiellement le film le plus récompensé de tous les temps en remportant 9 Oscars. À l'occasion du festival Si loin si proche à la ferme du Buisson à Noisiel, dont Banmi Media a été partenaire, j'ai eu la chance de réunir plus de 20 cinéastes asiatiques pour répondre ensemble à la question « Qui raconte les histoires des diasporas asiatiques ?» Une rencontre et une discussion avec un panel incroyablement riche du cinéma français, raconté par des réalisatrices, réalisateurs, actrices, acteurs, scénaristes, cascadeurs, chefs opérateurs, toutes générations confondues. Vous allez écouter 5 panels de professionnels du cinéma témoigner. Sébastien Kong, Boulamsouk Zvad Feifan, Sonadi San, Steve Tran, Virak Toun, Denis Do, Caroline Chou, Jean-Baptiste Fou, Jean-Claude Tran, Jade Fangia, Mike Nguyen, Beau Gauthier de Kermoal, Steve Tran, Jonathan Hip, Mike Bujoli, Clément Tang, Kaname Onoyama et Darren Knopp. On commence l'épisode avec une bande-annonce réalisée par Sébastien Kong pour représenter ce qu'est le cinéma aujourd'hui. Vous pouvez visionner ce passage dans l'épisode sur notre chaîne YouTube et revenir à l'écoute ensuite sur vos plateformes de podcast. Je vous laisse sans plus attendre avec cet épisode très spécial. Bonne écoute à toutes et à tous. Banmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Banmi Podcast se déguste sur le pouce, entre amis ou en famille, à toute heure de la journée pour partager un bon moment et échanger sur des parcours de vie inspirants liés à l'Asie. Banmi est un podcast créé et réalisé par Linda Nguyen et je vous retrouve un dimanche sur 2 pour un nouvel épisode. Pose-toi avec moi et écoute ce que je t'ai préparé.
Bon alors bonsoir à tous, merci vraiment d'être ici, d'être à la ferme du Buisson, à la salle des bonus. Merci la ferme du Buisson et merci Dominique et Isabelle de m'avoir donné cet espace à Banmi Média pour organiser une table ronde autour du cinéma et des représentations asiatiques. Alors au début, moi je voulais faire une table ronde avec 5 intervenants qui étaient Boulom Souk, Sonadi, Steve, Sébastien et Virak Thun. Et puis au final, je me suis dit, bah tiens, la ferme du Buisson et le festival Si Loin Si Proche organisent un festival autour des cinémas asiatiques. Il y a des réalisateurs qui sont là, des acteurs qui sont là à ce point de rendez-vous pour la 2e édition. Pourquoi pas élargir le spectre et proposer donc à d'autres personnes issues du monde du cinéma et de l'audiovisuel à venir pour discuter tous ensemble en fait qui racontent les histoires des diasporas asiatiques et quelles sont les représentations asiatiques aujourd'hui dans le cinéma. Donc je remercie encore très chaleureusement vraiment, si vous pouvez applaudir la ferme du Buisson et le festival Si Loin Si Proche. Merci Linda, excusez-moi, je suis un peu en retard et un petit peu à bout de souffle parce que vous savez ce que c'est un festival, on court partout et puis la ferme elle est grande donc voilà, à la fin on regarde combien de pas on a fait. Voilà, donc je suis le directeur du cinéma et co-directeur artistique du festival Si Loin Si Proche avec Nara Keokozal. Et alors j'arrive un peu en retard, mais je vous souhaite vraiment la bienvenue à toutes et tous. On est ravis de vous accueillir et on est ravis pour cette 2e édition du festival Si Loin Si Proche d'initier ce nouveau partenariat avec Banmi. On s'est rencontrés il y a un an pendant la première édition, puis plus longuement quelques mois après, et puis de plus en plus souvent, voilà, avec Linda, avec Sébastien. Et on est vraiment très heureux de ce partenariat également aussi avec Slash Asian, et je vous invite à découvrir l'exposition qui est une partie du projet Asidentité qui est au sein du Caravansérail, si vous n'avez pas encore eu le temps d'y passer. Et également, ce festival est en association avec l'association du Mekong à la Marne. Donc voilà, c'est toujours plein de remerciements, mais comme on est toujours très heureux, on peut se remercier tout au long de la journée, de la soirée, plein de fois, c'est toujours bien. Donc vraiment, on est très heureux. Et je voulais aussi vous dire, Linda peut-être l'a déjà fait, mais je ne crois pas, elle est trop modeste pour ça, pour vous dire qu'ici, cet espace qui s'appelle le Salon des Bonus propose en permanence tout au long de l'année des rencontres, des événements, mais aussi, vous verrez derrière vous ces petits postes de visionnage qui vous proposent des films courts, des contenus, des entretiens avec des cinéastes. Et pendant le festival Si Loin Si Proche, on a fait une programmation spécifique, notamment de podcasts, et notamment de podcasts initiés par Banmi et de création de Linda. Donc vraiment, n'hésitez pas à revenir, prendre un petit moment, écouter, vous plonger dans ces créations sonores qui sont très riches, très belles et qui nous amènent aussi dans un rapport autre, intime et imaginaire en même temps au pays mis à l'honneur pendant le festival. Donc voilà, c'est un temps aujourd'hui de rencontre, de débat, de réflexion, de partage, mais c'est aussi un espace de partage artistique autour du son et des images. Voilà, je vous souhaite en tout cas une belle table ronde, une belle rencontre, et puis je vais laisser la main à Linda qui va maintenant lancer un peu les choses. Voilà. Merci encore d'être ici à la ferme du Buisson, et puis à tout à l'heure. Merci. Alors on va commencer par ces réalisateurs, réalisatrices, acteurs, actrices, scénaristes, parce que c'était les personnes que j'avais invitées à la base en fait pour cette table ronde. Et j'ai demandé à Sébastien de faire cette vidéo. Donc c'est lui qui l'a réalisée, qui l'a montée, pour montrer un peu l'évolution du cinéma et des représentations asiatiques. Voilà, donc Sébastien, est-ce que tu peux me dire comment t'as fait cette vidéo et qu'est-ce que tu avais comme message à faire passer? Ouais. Bon, bonjour, je m'appelle Sébastien, je suis réalisateur. Je crois que je connais beaucoup de monde ici. Sur place, on est un peu tous connectés. Moi, j'ai fait cette vidéo pour juste pour montrer un peu où on a été le cinéma asiatique, le goût et son inspiration en Occident. Et on voit qu'il y a un décalage entre ce qui se passe aux États-Unis et en France. Donc, parce qu'il y a beaucoup de communautés asiatiques aux États-Unis et en France. Voilà. Et on remarque à travers cette vidéo juste qu'aux États-Unis, on a déjà commencé à produire des films sur l'histoire de familles américaines d'origine asiatique, alors qu'en France, on vient à peine de commencer
à raconter notre histoire, quoi. Voilà, les Asiatiques de la diaspora asiatique de France. Et je pense que ce qui nous lie aujourd'hui, c'est la France, et ce qui nous rattache, c'est l'Asie. Mais moi, je suis super content d'être ici parce que c'est la première fois que je vois des gens de tout milieu, des Français d'origine asiatique réunis. Et ça me touche beaucoup. Et j'ai l'impression qu'on est comme une famille qui partage le même combat et les mêmes valeurs. Et alors, moi, j'espère juste qu'un jour, que des gens comme Steve Tran, Sonadi, qui gagnent un Oscar, un Golden Globe ou un Emmy Awards pour représenter la France, pour raconter notre histoire, ou comme Denis Do, ou comme Mike Nguyen, il y a beaucoup d'Arendop, tout ça. J'aimerais tous les voir un jour représenter la France pour raconter notre histoire, parce que l'histoire de chacun, c'est notre histoire. Et c'est comme ça que quand il y aura beaucoup de monde, ben, on sera représenté dans le cinéma et dans les médias français. Voilà. Bravo. Tu es la première réalisatrice d'origine asiatique en France. Parce que je suis vieille. Comment est-ce que tu as vu le cinéma français évoluer sur la question des histoires à raconter sur les diasporas asiatiques? J'adore, c'est toujours moi qui commence toujours les débats. En fait, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué il y a quelques années. À mes débuts, vraiment, il n'y avait pas vraiment de représentation de nos communautés. Il y a un petit changement petit à petit, hein. Mais en fait, c'est très paradoxal pour moi parce qu'en réalité, les représentations de nos communautés asiatiques, elles sont acceptées quand elles sont en fait d'autres pays. C'est-à-dire que ce sont des Asiatiques d'ailleurs. Ce n'est jamais, en fait, ou très rarement, des Asiatiques de France. Donc c'est là, en fait, on est submergé par les K-dramas, par les films en fait, japonais ou coréens. En fait, il y a toujours des périodes, toujours des vagues, en fait, où il y a des maîtres. Voilà, où on accepte ce genre de cinéma-là, on accepte ces représentations-là. C'est souvent voilà, le kung-fu, j'adore, j'en fais, hein, c'est pas là le problème. Mais c'est toujours voilà, un genre de cinéma qu'on accepte, mais d'autant plus qu'il vient d'ailleurs. Il est accepté. Donc on a l'impression que c'est très présent, mais en réalité, vraiment, nos histoires en fait, françaises, de personnes d'origine asiatique, elles sont très peu présentes. Et c'est bien là, en fait, le problème. Même s'il y a une petite progression au fur et à mesure, mais c'est toujours pareil, c'est parce que on prend les choses en main et qu'on fait des films en mode guérilla ou autoproduit. C'est peut-être là aussi, c'est qu'il n'y a pas d'argent injecté dans ces productions-là. Et les plateformes ont beaucoup aidé, ou les réseaux sociaux ont beaucoup aidé aussi. Mais il faut trouver un équilibre, je pense, pour pouvoir davantage raconter nos histoires. Et l'autre paradoxe pour moi aussi, c'est qu'il est important de raconter nos histoires, bien sûr, parce que c'est grâce à la construction de nos légendes et de nos contes qu'on arrive à faire une hégémonie en fait, culturelle. C'est comme ça que les Américains font, hein. C'est comme ça que les Américains arrivent en fait à imposer leur imaginaire. Donc du coup, à nous aussi, gens issus des minorités, de le faire. Mais c'est aussi quelque chose dans lequel on nous cantonne. Souvent, c'est là où on nous finance, parce que c'est là où on nous accepte. Donc c'est un équilibre à trouver en général, hein. Et je trouve qu'on est dans une période très très intéressante pour ça. Sonadi, toi justement on est dans une période intéressante. Tu viens de terminer un tournage avec une actrice qui s'appelle Yana Chia, qu'on a vu là sur les images d'Astérix et Obélix qui va sortir ce mercredi. Est-ce que tu sens que les productions aujourd'hui sont plus ouvertes sur la question des représentations? Alors ils commencent à l'être parce que je pense qu'ils n'ont plus trop le choix. Ils se rendent compte que sur les plateformes, comme ce qu'on parlait, dès que justement on est représenté, qu'il y a de nouveaux visages, ils se rendent compte que c'est souvent le numéro 1. Donc il y a ça, il y a une question d'argent. Je pense que les Français aussi sont prêts à voir autre chose, d'autres histoires. Ils ont besoin d'écouter les nôtres. Et oui, donc c'était quoi la question? Oui, et si les prods sont de plus en plus ouvertes, parce que là tu viens de finir un tournage avec une actrice d'origine voilà, asiatique. Alors pour mon court-métrage, donc la particularité c'est que ça parle pas de notre histoire de base, et c'est vraiment un sujet universel puisque ça parle de la préménopause. Et c'était une commande à la base. C'est pas moi qui souhaitais écrire un film. On cherchait une réalisatrice française à la base. Et moi, quand j'ai été prise pour ce projet, je leur ai dit, ben voilà, je suis très contente de faire ce film France-Québec, parce que c'était une coproduction, mais je souhaite que les personnages soient d'origine asiatique. Et c'était vraiment la condition. Et j'étais très surprise de la réponse,
C'était très honnête. Ils m'ont dit, bah oui, on veut, pourquoi pas, parce que nous, de toutes les manières, en tant que personne blanche aujourd'hui, on ne peut plus raconter vos histoires, de peur de se prendre des remarques. Donc, à travers toi, on a une légitimité. Mais c'est vrai qu'après, dans le process, ça a été quand même assez compliqué, en fait. C'est là qu'on se rend compte que les personnes qui ne connaissent pas nos histoires, on comprend les conséquences que ça a sur les films et que, du coup, quand on les regarde, on dit, mais c'est pas nos histoires. Il y a un décalage, en fait. Donc, oui, ils sont prêts. Et en même temps, c'est très, très lent. Le process est très lent. Et aussi parce que notre communauté, de par le racisme ordinaire, on est une communauté qui on n'a pas l'habitude, on ne nous voit pas créer, ouvrir nos bouches, des choses à dire, en fait. On n'a pas l'habitude de ça. Et donc, on a toujours peur que c'est un cinéma qui peut être ennuyant. Parce qu'on ne connaît pas encore cette communauté. Donc, du coup, c'est là où Boulogne Souk l'a très bien dit. On est obligé de créer nos histoires, même si ça change tout doucement. On est quand même obligé en parallèle de faire nos films en mode guérilla, quoi. Toi, Virak Thun, tu as coécrit Les Rascals, qui est toujours en salle. Bravo pour ton premier long métrage. Tu as écrit sur un personnage qui s'appelle Sovan, qui est interprété par Jonathan Yip, qui est en train d'arriver. Qui est en train d'arriver. Et qui est d'origine cambodgienne. Moi, ça m'a fait bizarre de voir un Cambodgien et de voir les éléments du Cambodge dans un film voilà, français. Comment est-ce que tu as réussi à imposer ce personnage et qu'est-ce que tu voulais transmettre à travers ça? Ok, donc il va falloir que... Non, en vrai, imposer un personnage cambodgien, c'est vrai que ça peut paraître comme un tour de force, mais en fait, je pense qu'il faut partir du principe qu'il faut trouver le bon producteur qui peut vraiment nous suivre, parce qu'en fait, nous, on est dans une industrie où en fait, il y a des chaînes. Donc il y a celui qui écrit, celui qui réalise et surtout celui qui finance. Donc en aparté par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, moi mon rêve en réalité ça serait que... Parce que qu'est-ce qui manque dans nos industries, c'est un producteur qui nous comprend, notre communauté. Voilà, c'est ça. Ça serait déjà une très grande chose, qu'un jour il y a un mec ou une bande de potes ou des filles super motivées qui se disent écoute, il y en a une ici en plus. C'est belle. Donc voilà, donc une productrice qui se dit eh ben, écoute, moi je comprends je comprends cette communauté, ils ont des choses à dire et enfin on va pouvoir faire des films sur notre communauté. Donc concernant Les Rascals, en fait c'est un film de bande, ça raconte un peu notre vie et d'ailleurs un des thèmes récurrents avec mes copains, là, Steve et même, je pense qu'on a dit, l'invisibilité sociale. C'est-à-dire que moi j'ai grandi en quartier où il y avait des Asiatiques, il y avait des Noirs, on se mélangeait tous. Mais c'est vrai que quand je jouais au foot, j'étais toujours le dernier qu'on prenait parce que voilà, c'est pas parce que j'étais pas bon, on me voyait pas. En réalité c'est ça ce truc-là. Et du coup quand on s'est dit non, on va constituer une bande, on va faire un truc presque, on va se servir de notre biographie pour construire cette bande-là, on va ramener que dans les années 80, il y avait plusieurs communautés. Et en fait, raconter ce personnage de Sovan qui est garant d'une espèce de culture cambodgienne, parce qu'en vrai, c'est ça, le tour de force, c'est ça. C'est de dire qui connaît le Cambodge. Et en France, on a eu une histoire et on compte. En fait, et c'est vrai que mettre un peu de Sovan, c'est mettre un peu de Cambodge, mais c'est mettre aussi de l'Asie, parce qu'en vrai c'est ça qui est important. Moi quand je vois le parcours de Steve aujourd'hui et même de son grand frère, et que je vois ils ont je sais pas combien de décennies de carrière, des décennies, et que là ils sont encore dans les mêmes problématiques qu'ils avaient quand on a commencé une carrière. Et en fait le truc en fait c'est ça, c'est qu'il faut des gens pour écrire, des gens de notre communauté qui nous comprennent, qui sont capables d'écrire et d'essayer de comprendre
certaines subtilités de l'Asie. Hein. Moi, des fois, je discute avec mon ami vietnamien et il me raconte des trucs. Je dis, ah ouais, vous êtes comme ça les Viettes. Même moi, je sais pas. Je suis marié avec une vietnamienne, mais des fois, je me dis, mais ah ouais, d'accord. Alors imaginez l'œil occidental qui nous regarde et qui se dit, purée, on connaît pas trop, mais on sait pas trop comment le faire. Et en réalité, c'est ça. C'est que si on pourrait les laisser continuer de raconter nos histoires, mais au final, ça nous appartient. Et je pense que c'est ça qui est important, en fait, à travers Sauvan, et d'avoir réussi à le mettre dans un film qui est au cinéma en ce moment. Voilà. Merci. Allez voir Les Rascals, déjà, si vous ne l'avez pas encore vu, parce que c'est un super film. Steve, toi, tu as commencé le cinéma il y a plus de 20 ans. Comment on fait aujourd'hui pour ne plus jouer le rôle du cliché asiatique? Est-ce que les directeurs de casting ont changé? Je cherche, c'est une question piège, mais toi tu ne vois jamais le piège. Bah ouais, c'est vrai que ça fait chelou de se dire que j'ai commencé en 1999 et j'avais... Hein? Là j'ai 64. Non, j'avais 13 ans, 13-14 ans, c'est ça? Et c'était mon frère qui m'avait mis sur un cast, mon grand frère. Avec une dame qui s'appelle Marie-France Michel. Voilà, pour ceux qui connaissent, c'est une directrice de casting d'origine laotienne qui a travaillé sur tous les gros succès français. Elle a mis en lumière plein de gens. Et donc moi, m'a donné cette chance-là, en fait, quand j'étais petit. Et ce qui est drôle, c'est que... Enfin, drôle, pas tant que ça. C'est qu'en grandissant, en évoluant dans ce métier, j'ai eu la chance de voir mon frère évoluer aussi. De voir mon grand frère. Mais j'avais fait ce constat déjà à mon jeune âge. À 15-16 ans, je m'étais dit, oulala, ça sent pas très très bon. C'est chaud. J'avais un agent qui n'avait que des Asiatiques. D'ailleurs, paix à son âme, Claude Masson, paix à son âme que j'aime beaucoup. Et en fait, à 15 piges, je me suis dit, vas-y, je me casse. Je m'en vais parce que je veux pas rester dans ce truc où il va y avoir que des Asiatiques. Et forcément, on va me donner que des petits rôles d'époque, en fait. D'époque, il n'y a pas si longtemps. Mais tu vois, de l'épicier, du serveur numéro 4, tu vois. Le buraliste. Maintenant. Le buraliste, tout à fait. Ouais, c'est ça, merci. Et du coup, j'ai refusé, je suis parti dans une autre direction. Pour répondre à ta question, cette direction, en fait, elle m'a amené sur des chemins un peu chelous. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on mettait de la diversité. Vous savez, Black, Blanc, Beurre. Le slogan qui, au final, nous a tous séparés. Ouais. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit, ah ouais, Black, Blanc, Beurre, on est différents. Ouais, mais on n'a pas appréhendé le truc de la bonne manière, en se disant, voilà, c'est un bonus. Nous sommes des Avengers en France. En vrai, si vous réfléchissez, en France, on est des Avengers. Aux States, ils sont chacun dans leur coin. Les Asiates, les Latinos, les Afro-Américains. Et en France, on n'a pas su saisir ce truc-là parce qu'on n'a pas eu d'exemple. On ne nous a pas montré comment faire. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a consommé tous américains. On consomme encore aujourd'hui tous américains. Alors qu'en réalité, on avait déjà les armes en main. Sauf que la génération d'avant n'a pas eu l'opportunité. Aujourd'hui, il y a Internet, il y a tout. Les gens deviennent des stars avec TikTok. Les gens jonglent avec des rouleaux de PQ et se font de l'argent pendant qu'on se tue aux 39 heures. C'est assez incroyable. Donc en fait, il faut vivre avec son temps. Est-ce qu'aujourd'hui, ils se disent oui, il faut passer à autre chose au niveau des castings? Oui, évidemment. C'est terminé en fait. Ça y est, ne vous en faites pas, c'est en train de changer. J'ai la chance en ce moment de travailler en casting, donc je vois ce qui se passe derrière. Ils sont en train de se rendre compte. Ah, c'est des gens qui comptent. Eh oui. Parce que des milliards d'Asiatiques, tu veux pas aller voir porter un gilet jaune. C'est compliqué. Tu veux que eux aussi consomment. Donc voilà, c'est en train de changer, donc faut pas s'en faire. Faut prendre les choses en main, comme dit Virac. Pour Jonathan, c'est un truc de ouf. Là, il y a un casting qui se prépare, je peux pas trop en dire. Il cherche une actrice asiatique pour un des rôles principaux. Une Asiatique de France, les gars. Ils sont pas en train de chercher une Asiate sans papier qui va se marier avec Nicolas. Qui vit vers Saint-Michel et qui va lui montrer comment on mange dans des restos français et le vin rouge, tu vois. Et Steve, ouais, moi je voulais rebondir sur un truc. Rebondissons. C'est que nous on a fait, quand on a fait le casting pour les Rascals, on a cherché pour le personnage de Sauvan et même son père pour constituer sa famille et pour trouver. Et en réalité, on a eu grave du mal parce que le profil qu'on cherchait était spécifique parce qu'il fallait qu'il soit un peu beau gosse, qu'il soit dynamique. J'en vois des beaux gosses ici. Ah oui, là. Mais il fallait aussi que déjà la formation elle tourne et que quand on a attendu, bah, il y avait pas grand monde. Et on galérait pour se dire merde,
là, pour le rôle principal, donc Rudy, Guadeloupéen, on a eu, je sais pas, il y avait une queue interminable, et quand c'était pour Sauvan, ben on regardait, on disait, ah, il y a 2 mecs. Et s'ils sont pas bons, on fait quoi? Et ouais, il y en a plein, mais en fait, notre rôle à nous, ici les gars, c'est de pousser nos jeunes à prendre des cours de théâtre, des stages d'acting, de s'intéresser aux films, etc. Parce qu'il y a du taf derrière, en fait, il y a un gros manque. Tu sais, c'est un peu chelou quand t'es sur un plateau et qu'on t'appelle le chinois, parce que t'es le seul. Tu vois? Et petit à petit, ça avance. En casting, je vois plein d'Asiates, c'est trop bien. On a Jean-Baptiste qui est là, on a beaucoup de gens. Vous êtes tous là en train de tout défoncer. On a Kaname, AFC, félicitations, mon ami. Donc voilà, c'est un grand chef opérateur. Donc voilà, excuse-moi Linda, je finis, mais c'est vraiment que de la positivité. Au final, les gars, j'ai gambergé toute la nuit sur ce soir. Je me suis dit, comment on va... Ouais, en fait, non, il n'y a que du positif. C'est juste incroyable ce qui se passe ce soir. Quand on ne joue pas les rôles qu'on voudrait, on écrit, oui. N'est-ce pas? Et donc là, vous êtes en écriture, Sébastien et toi, sur un projet de série sur les diasporas asiatiques, on en parle. Et après, je laisserai d'autres personnes monter sur les chaises. Mais si vous pouvez nous en parler, peut-être que ça peut aussi donner espoir à ceux qui voudraient avoir des représentations et à ceux qui voudraient qu'on raconte les histoires des diasporas asiatiques en France. Ouais, en fait, on écrit voilà, avec Sébastien Virac et Laura Buy, qui n'est pas là ce soir, une série sur l'invisibilité sociale. On s'est dit, on veut raconter ce truc-là, mais sous quelle forme? On va pas faire une comédie. On va aller dans un genre qu'on aime regarder, Sébastien et moi. C'est le polar, les thrillers, ce genre de choses. Et il y aura une multitude, j'espère qu'on la fera, on va la faire, mon frère. Il y aura une multitude de personnages et on ne s'attaquera pas seulement aux Vietnamiens. Il y aura des Cambodgiens, des Chinois, des Thaïs. Exactement, pour montrer qu'en fait, on peut peut-être tous se ressembler, mais au final, on a tous... on n'est pas tous chinois, déjà d'une. Premièrement, nous ne sommes pas tous chinois et qu'on a tous des histoires différentes et des chemins différents. Et finalement, c'est des chemins qui sont universels, voilà. Et de montrer qu'on est des Français, histoire d'humaniser le truc. Vous voyez, parce qu'on aurait pu partir dans un truc hyper lisse, hyper facile et convenu. Et on va se dire, non, non, on va prendre le truc du monsieur tout le monde. Qu'est-ce que c'est un monsieur tout le monde? C'est le monsieur qui fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, avec mes potes, je traînais qu'avec des potes noirs, maghrébins, c'était, tu vois, mélangé. J'étais toujours le nouache. On a tous été les mecs ici, le nouache de la bande, à un moment donné. Bah, j'étais celui qu'on envoyait sonner à la porte. Et moi, je trouvais. Ouais, voilà. Non, mais c'était toujours, vas-y, t'es l'asiate, t'es toujours bien vu. Vous voyez le délire? Donc, je me suis dit, ok. Et je dis à Seb, mais frère, imagine un jour, un asiate, il est en train de conduire une voiture, il a une Renault Espace et la police le laisse passer en pensant que c'est un asiate, il est gentil, le monsieur Chang, il est sympa, on va le laisser passer. Mais par contre, tiens, il y a le Renoir qui est là, on va le contrôler parce qu'il est Renoir. Et en fait, ça se trouve, l'asiatique, il a quelqu'un dans son coffre. C'est de la pure fiction. Mais c'est pour montrer qu'en fait, le racisme, c'est un truc universel et bête. C'est un peu bateau, hein, mais c'est ça. Voilà, la bêtise, elle vient de partout. La preuve, il y a eu une tuerie avec des Asiates il n'y a pas longtemps, là, aux États-Unis. C'est un Asiate qui a tué tout le monde. Hier, il y avait un Afro-Américain qui est décédé. C'est des policiers afro-américains qui l'ont tué. Donc au final, c'est que des conneries tout ça. Au final, il y a de la place pour raconter nos histoires. C'est juste qu'on nous a mis dans des... Non, jamais. Mais voilà, il y a de la place en fait. Faut pas se limiter les gars. Et j'espère qu'on va tous faire un truc tous ensemble. Parce que voilà, il n'y a pas de limite. Voilà. Merci. Merci. On a un peu, grâce à Boulom Souk, Sonadi, Steve, Virac et Sébastien parlaient un peu des diasporas asiatiques en France et qu'on commence à raconter nos histoires. Il y a aussi, c'est le festival Si loin si proche, en fait, c'est des films sur l'Asie avec des réalisateurs, des producteurs qui sont entre la France et l'Asie, le Laos, le Cambodge, le Vietnam. J'aimerais que Denis Do, Jean-Baptiste Fou et Caroline Chu montent sur scène pour parler aussi de la reconnexion à vos racines via vos œuvres. S'il vous plaît, vous pouvez les applaudir. Merci. Alors, Denis Do, tu as réalisé Funan, qui était un film d'animation. Je vais te laisser en parler plutôt. Dis-nous ce que c'est Funan et ce que tu es en train de faire maintenant avec la forêt de Mademoiselle Tang.
Bonsoir déjà, très content d'être là. Funan, c'est un long métrage en animation 2D traditionnelle, dont l'histoire, je pense que beaucoup de gens dans la salle ont eu plus ou moins le même vécu à travers leur passé familial. C'est une histoire qui est basée sur le vécu de ma mère et de sa séparation avec mon grand frère durant le régime Khmer Rouge au Cambodge. Et voilà, c'est tout. Mais voilà. Ensuite, j'ai fait un autre film qui est fini depuis il n'y a pas longtemps, sauf que normalement, j'ai pas le droit de trop en parler parce qu'on est en attente de réponse de festival, etc. Et donc officiellement, la production n'est pas encore terminée. C'est un film qui s'appelle La forêt de Mademoiselle Tang et il a la particularité de faire 40 minutes pour un court-métrage d'animation. C'est pas commun. En animation, généralement, on est autour de 15-20 minutes, grand max. 40 minutes. Pourquoi c'est pas commun? Parce que sur les circuits de financement, disons que c'est difficile de financer un film de 40 minutes sur le circuit classique, CNC, les chaînes, etc. Donc voilà. Et l'autre particularité qui m'est très chère, c'est que le film est doublé entièrement en Teochew par 3 générations de Teochew vivant en Île-de-France. Et c'est un film qui raconte l'histoire d'une famille originaire de Swathao en Chine. C'est une des villes dont est à l'origine la diaspora chinoise en Asie du Sud-Est, donc des Teochew. Et ça raconte sur 150 ans. On va traverser en fait l'histoire de cette famille de manière très intimiste sur 6 grandes périodes. Et à chaque fois, la même question va revenir, est-ce qu'il faut partir ou pas? Pourquoi cette question? Parce que je suis issu, je suis moi, enfin, comme la plupart d'entre vous, j'imagine, issu d'une diaspora asiatique, et je suis en lien avec la diaspora Teochew, un lien très fort. Et donc, je voulais coucher ça en images. Moi, je viens de l'animation, donc. Pourquoi je viens de l'animation? En fait, il y a très longtemps, j'ai fait du kung-fu, mais vraiment très sérieusement, pendant 7-8 ans. Et mon rêve, c'était de devenir acteur de films d'action. Mais j'ai eu envie, mais très très rapidement, mais genre j'ai analysé la situation, je devais avoir 16 ans. J'ai eu une envie très forte, je venais de regarder Il était une fois en Chine avec Jet Li. Donc il y a eu cette envie, et pendant une semaine, j'ai cogité, je me suis dit, c'est mort en France, donc laisse tomber. Et quelques temps après, j'ai arrêté les arts martiaux, et j'ai commencé la cigarette. Parce qu'il faut Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est que j'avais décidé de me mettre sérieusement au dessin, parce que mes parents voulaient pas que je dessine. Et donc là, je sais pas, ma main droite était occupée avec un stylet, un crayon, et il fallait occuper la main gauche. Voilà. Et puis, donc j'ai fait des études d'animation, etc. Et en fait, la discussion qu'on a aujourd'hui, elle est très intéressante sur la représentation, parce que c'est une question qu'on se pose énormément dans la prise de vue réelle, mais que on se pose pas tant que ça, en fait, finalement, en animation. Parce que, généralement, moi, en me mettant à la place de gens, de spectateurs, spectatrices qui ne sont pas de ce milieu-là, et qui ne regardent pas de films d'animation, parce que disons-le clairement, les films d'animation c'est plutôt de niche. Mais là je parle pas des films d'animation Disney, hein, parce que Pixar, tous ces trucs-là, ils vous martèlent et vous allez voir ces films-là, que vous le vouliez ou non, vous emmenez vos enfants, et bim, ça leur fait 4 tickets, les 2 parents, les 2 enfants, et ils sont contents, quoi. Moi je vous parle de films d'animation plus auteurs, etc., qui ont beaucoup moins de visibilité que les films en prise de vue réelle, et qui peut-être suscitent moins de questionnements sur la représentation, mais également sur l'appropriation culturelle. Parce que, par exemple, moi je dessine, si je veux, je dessine ce que je veux. Je peux dessiner un village en Afrique, je peux faire un film d'animation qui se passe en Afrique, mais quelle légitimité j'aurais à raconter une histoire qui va raconter le vécu, le ressenti de personnages d'origine africaine. Et vous voyez, là, je suis même très large quand je parle d'Africain, je pourrais localiser un peu. Même si je localisais, cette distance-là vis-à-vis de mon ressenti à moi serait la même. En fait, je connais très mal l'Afrique, et c'est juste un exemple. Pourquoi je vous donne cet exemple-là sur l'appropriation culturelle et la représentation? C'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a des projets en France qui se font de cette manière-là, c'est-à-dire avec des auteurs
blancs qui ne sont jamais allés dans certains pays qu'ils vont être amenés à décrire dans leurs films et qui ont des financements, beaucoup de financements. On parle de 12 millions d'euros par exemple. On parle de budgets qui vont de 8 à 12 millions d'euros. L'animation, ça coûte très cher. Mais en même temps, les gens qui travaillent dans l'animation, je les trouve beaucoup plus avant-gardistes que les gens dans la prise de vue réelle. On se pose beaucoup de questions sur la représentation, sur la légitimité à apporter des histoires, etc. Au bout d'un moment, il faut quand même que la personne qui soit impliquée dans le projet apporte véritablement quelque chose autre que une espèce de crédibilité de faciès, quoi. Ça, c'est vraiment problématique. Et on m'avait déjà posé la question, parce qu'on avait fait une espèce de mini table ronde avec un espèce de groupe qui, à l'époque, était très récent, qui s'appelle « Décolonisons l'animation », parce qu'on parle d'une chose réelle, en fait. Il y a une dimension coloniale, en fait, dans la fabrication de l'image, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos communautés sont encore cantonnées dans une situation qu'on vit, même si les choses sont, comme tu dis, Steve, en train de changer. Elles sont en train de changer, mais si, au regard de l'évolution du tissu social, des nouvelles générations issues des communautés asiatiques, beaucoup mieux intégrées que leurs aînés, en fait, ce changement, il est complètement normal. Donc, est-ce que on peut crier victoire si tôt? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que moi, je fais exactement le même constat que Virac, tu avais fait. C'est le manque de productrices qui auront des... évitons les mots vulgaires, mais qui auront une certaine capacité à prendre des risques. Et je pense qu'il faut un seul film, que ce soit de la prise de vue réelle. Non, ce sera mieux que c'est de la prise de vue réelle d'ailleurs. Parce que l'animation, personne ne va regarder. Oui, ça me rend triste, mais bon, tant pis. Il faut que ça soit de la prise de vue réelle, il faut que ça soit un film qui, je ne sais comment, fasse un coup de poker. Et bim, là, les portes seront grandes ouvertes. Bon courage à tous ceux et toutes celles qui seront impliqués sur ce film. On le souhaite, on l'attend. Mais c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que je vous ai fait monter tous les trois. Pourquoi? Parce que vous avez, par vos œuvres, voulu reconnecter avec la terre de vos racines, de votre héritage. Toi, Jean-Baptiste, tu viens de sortir un projet qui est en festival qui s'appelle La langue de ma mère. Toi, Caroline, tu as Boat Woman et ton deuxième film. Oui, en fait, moi, récemment, je viens de réaliser 2 documentaires sur les travailleurs chinois qui sont venus en France pendant la Première Guerre mondiale. Mais il y en a un qui a la particularité d'être un regard féminin, en fait, sur ces hommes, et notamment en ayant interviewé des descendantes de travailleurs chinois. Et moi, c'est la thématique du métissage qui me... Forcément, je suis métisse moi-même, et c'est ça qui m'intéresse dans ce sujet-là, parce qu'en fait, il s'avère que je ne suis pas descendante de travailleurs chinois, mais je suis à moitié chinoise, j'ai la nationalité britannique. Je suis née en Angleterre et j'y vis. Et je suis également française. Et en fait, c'est une histoire qui touche ces trois peuples. Et donc, voilà, j'ai fait ça récemment. Mais sinon, avant, depuis 2008, je réalise des fictions. Mais toujours avec cette thématique du métissage, où j'adore effectivement les polars et les films un petit peu avec du suspense. Et puis les drames psychologiques un petit peu compliqués, avec plusieurs strates de profondeur. Et souvent, il y a des acteurs asiatiques dans mes films, mais je ne les prends pas parce qu'ils sont asiatiques. Ils pourraient être de n'importe quelle couleur. Et voilà, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils ont dans le ventre, en fait. C'est l'émotion qu'ils vont transmettre et comment ils vont toucher tout le monde. En fait, c'est des histoires universelles qui m'intéressent. Mais c'est intéressant cette question de créer autour d'aller chercher nos histoires
Comme tu l'as dit, tu es métisse et tu as voulu en savoir plus sur les travailleurs chinois, comment ils sont arrivés en France. Toi, Jean-Baptiste, tu es français et cambodgien. Tu as décidé de retourner au Cambodge et c'est là que tu as eu un déclic sur ta vie, sur ta maman notamment. Est-ce que tu peux nous parler de ce déclic et pourquoi tu as voulu faire cette œuvre, La langue de ma mère? Merci. Alors, déjà, enfin, pour vous raconter un peu mon parcours, donc moi je suis né en France, en région parisienne. Ça fait depuis 2008 que je suis dans le métier. J'ai commencé en tant que comédien, d'abord en fait au Cambodge et aux États-Unis dans des comédies musicales. Après, je suis venu en France poursuivre voilà, ma carrière de comédien. J'ai notamment joué dans une pièce de Sonadi San. Et ben après, enfin voilà, j'ai un peu le même constat que Steve à mes débuts, années 2000. Enfin voilà, je me prends des claques dans les premiers castings parce que moi j'arrive des États-Unis, je me dis ouais, je parle plein de langues, je chante, je danse, je fais plein de trucs, on m'a donné des super rôles et c'est fait le chinois, quoi, fait l'accent et puis voilà, fait le serveur. Donc bon, c'est comme ça que j'ai commencé, mais enfin j'ai pas fait ces rôles-là parce que je me suis dit bah voilà, j'étais un peu prétentieux en me disant mais je suis trop bon pour ce genre de choses, donc non, je ne ferai pas. Mais voilà, ça m'a aussi, je dirais, protégé d'une certaine façon parce que enfin voilà, cette frustration quelque part, ça m'a amené à écrire aussi sur nos histoires. Mais je pense que même si on parle aujourd'hui de la représentation, et je suis vraiment à 100% d'accord parce que c'est quelque chose qui est hyper important pour nos imaginaires, parce que lorsqu'on se voit représenté d'une façon juste, en fait, c'est quelque part nous donner une légitimité, enfin, c'est de dire que nous existons aussi et que voilà, on fait partie d'un paysage collectif et ça, je le partage tout à fait. Mais lorsque j'ai écrit ma première pièce, Cambodge me voici, où Sonadi a également joué dedans et Rota aussi qui sont ici, en fait, mon idée de départ, c'était pas de me dire il faut changer la représentation. C'était d'abord de me dire j'ai quelque chose que j'ai envie de raconter. C'est là. Je le vois pas nulle part, ni dans les livres, ni dans les films, ni sur scène, et ça me manque. Et ce manque-là, bah, j'en ai fait un objet théâtral. C'était il y a 10 ans déjà. Et après, voilà, il a été joué en France, il a été recréé au Cambodge. Et j'ai continué, enfin voilà, j'ai commencé comme comédien, mais je suis vite passé à l'écriture et à la mise en scène. J'ai continué ma carrière en France. Et après, je suis parti au Cambodge. Ça, c'était. Mais même si depuis 2008, j'ai continué constamment à faire des allers-retours entre la France et le Cambodge, j'ai décidé de m'y installer en 2017, où j'ai trouvé un travail là-bas, toujours dans le milieu culturel. Et après, j'ai finalement décidé de rester là-bas, même si j'ai démissionné de ce travail-là. Aujourd'hui, je vis toujours au Cambodge et je crée là-bas. Et c'est vrai que j'ai plus que de vraiment. Enfin, moi, je crois que la question de la représentation, finalement, c'est une conséquence. Pour moi, c'est pas un objectif. C'est-à-dire que je n'écris pas en me disant il faut que je change quelque chose dans l'imaginaire des gens, mais je me dis j'ai envie de raconter une histoire personnelle, une histoire, j'espère, qui va être bien écrite, qui va être bien réalisée, qui va être bien interprétée, et parce que ça va toucher les gens, parce qu'il va y avoir une certaine complexité dans la façon dont c'est raconté, un certain univers, un certain esthétisme. Et finalement, c'est ça qui fait, j'espère, changer quelque chose dans la représentation. Parce qu'on aura vu quelque chose de différent qui va sortir justement des clichés. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, avec tes projets, tu sens que les gens sont plus intéressés par rapport à ce que tu racontes sur, par exemple, sur le Cambodge? Moi, pareil, en fait, je suis contente de voir qu'il y a de plus en plus d'œuvres comme ça pour sentir que ça me... Des similarités sur ma vie en fait et de voir que je suis aussi représentée, même si comme tu le disais c'était une conséquence mais ça fait du bien. Est-ce que tu penses que là tu es en train de présenter ton œuvre La langue de ma mère dans des festivals, est-ce que tu penses que c'est bien reçu aujourd'hui? Est-ce que ça a évolué par rapport à avant? Enfin, c'est mon premier film déjà, donc et il a été montré que hier et aujourd'hui. Donc pour l'instant, j'ai un peu du mal à dire comment il a été reçu. Enfin, il a été présenté surtout au Cambodge,
là où je vis, et puis je suis arrivé vraiment là, il n'y a qu'une semaine. Donc, mais ce que je trouve intéressant avec cette œuvre, donc je l'ai pour l'instant confronté à deux publics, c'est cette portée humaine. Alors le mot universel me gêne toujours un peu parce que j'ai l'impression que quand il est utilisé en France, en tout cas pas par nous, mais il est souvent utilisé en synonyme de eurocentré, parce que voilà, il me gêne un peu ce mot-là. Donc je préfère dire que beaucoup de personnes qui partagent des similitudes avec mon parcours ou non se sont retrouvées dans cette histoire-là, sur des problèmes, en fait, juste pour vous raconter en deux mots le sujet de ce film. Donc c'est le rapport que j'ai avec la langue cambodgienne, le khmer, qui est la langue de ma mère, mais qui n'est pas ma langue. Et donc, en fait, ce que j'essaie d'interroger, c'est pourquoi moi, qui ai une certaine facilité avec les langues, je n'arrive pas à parler cette langue-là. Et d'où ça vient. Et qu'est-ce que ça a eu comme incidence, justement, avec les rapports avec ma mère. Et donc, voilà, j'en ai fait un objet filmique. C'était d'ailleurs d'abord sous forme audio. Tout à fait. C'était magnifique. Ouais. C'était à l'origine un podcast que j'avais créé comme œuvre sonore qui est devenu après un film. Et donc voilà, quand je l'ai présenté ou fait écouter, donc plein de personnes avec des histoires qui n'avaient rien à voir avec la mienne se sont retrouvées dans ces questions-là de problèmes de communication entre parents-enfants ou d'autres personnes. Et c'est ça que je trouve intéressant. Justement, je trouve que c'est ça le pouvoir des histoires, et quelle que soit la forme que ça prend, c'est lorsqu'on arrive à toucher au-delà des spécificités. Bah, merci à tous les trois. Merci Denido, Caroline et Jean-Baptiste. Je vais faire venir Beau Gauthier sur scène avec Mike Nguyen, Mike Nguyen, Jade Fandia, Steve Tran et Jean-Claude Tran. On parle de représentation ce soir et forcément, vous êtes ceux à qui on se sent représenté plus ou moins parce que vous êtes devant la caméra. Vous êtes tous acteurs, actrices. Il y a d'autres acteurs et actrices aussi dans la pièce, je pense. Et la nouvelle génération, je vais les faire venir après. Est-ce que vous pouvez... toi, Jean-Claude, tu as presque 50 ans de carrière, si je ne me trompe pas. Tu as tourné au Vietnam, tu as tourné en France, tu as tourné avec de grands acteurs français. Est-ce que tu sens aujourd'hui, en 2023, qu'il y a plus d'intérêt sur les acteurs asiatiques et qu'on te considère aujourd'hui comme un acteur vietnamien et pas l'acteur chinois de service comme l'acteur Hiep Chang-ye me l'avait dit. C'est un acteur de 82 ans qui m'avait dit ça en interview sur Banu Media, qui m'avait dit je suis content aujourd'hui parce que j'ai joué dans un film où je jouais un acteur vietnamien et plus l'acteur chinois. Aujourd'hui, dans des castings, on m'appelle pour être un acteur vietnamien et pas l'acteur chinois de service. Et pour la petite anecdote, on a eu l'info hier, Hiep Chang-ye, qui est un acteur de plus de 80 ans, a joué dans un film aux États-Unis à Los Angeles et ce film a reçu la récompense du Sundance Festival de la meilleure direction. Meilleur réalisateur. Et c'est une reconversion parce qu'il ne faisait pas du tout ça avant. Il s'est mis dans tout ce qui est acting il y a quelques années et c'est vraiment un peu une consécration pour lui parce qu'il a beaucoup tourné en France et toujours en second rôle. Et puis là, il est vraiment l'acteur principal de ce film-là aux États-Unis. Et voilà, donc on espère que le meilleur pour lui. Jean-Claude, si tu peux prendre la parole sur ta carrière et sur ce que tu vois aujourd'hui en 2023 dans les castings, si tu as plus de chances de représenter un acteur vietnamien. Alors, je rebondis sur la question que tu avais posée par rapport à la différence qu'il y a plus de 36 ans, 37 ans quand j'ai commencé en France. Pas vraiment. Pas vraiment, la conciliation. Je suis désolé de vous le dire, mais bon, c'est pas vraiment. Dans le sens où, est-ce qu'ils nous prennent par la différence de dire est-ce qu'on est vietnamien ou chinois ou cambodgien ou laotien? Non, au départ, ils pensent qu'on est asiatique, entre guillemets. Mais plus ça va dans le projet, ça sera le chinois.
Parce qu'à l'écriture, au niveau des scénaristes, malheureusement, ils n'arrivent pas à voir plus loin que leur nez. D'ailleurs, c'est paradoxalement, depuis tout à l'heure, que j'écoute tout le monde ici, je suis très content d'être là parmi vous. Et puis je me demande, je regarde quelque part, pour m'amuser, je regarde, est-ce qu'il y a des traductions en français? Mais non, parce qu'on est tous en train de parler français, et je pense bien aussi. Mais dans le cinéma français, ils savent, ils pensent qu'on ne sait pas parler français. Donc du coup, on est obligé de se justifier en parlant avec un accent à couper le couteau. Hein, okay. Et ils nous voient tous comme ça. Et le jour d'aujourd'hui, même malgré 40 ans, 44 ans même que je suis en France, et c'est toujours pareil, ça ne change pas. Et dans le métier, on est considéré, mais pas accepté encore. Donc c'est quelque chose pour eux qui n'est pas palpable. En fait, on nous voit, mais on n'est pas palpable. C'est comme si on disait, il y a un Chinois là-bas, dans le fond, un Chinois, enfin, ou un Asiatique là-bas. Ah, il est très gentil celui-là. Ah, il est gentil, il dit toujours, regarde, il hoche la tête en disant merci monsieur. Non, non, il dit enculé, mais en fait, il n'entend pas, pardon, hein, pour exemple. Mais, parce qu'il n'entend pas, tout simplement, il croit qu'on dit bonjour. Mais non. Mais bon, enfin, pour revenir à ta question, voilà ma carrière. Bon, maintenant, elle est faite. J'espère qu'elle ne sera pas finie, mais elle est faite. Quand j'ai commencé en France, quand vous regardez depuis, je ne sais pas depuis quand j'ai commencé en France en 82, en 85 j'étais à l'affiche de Hors la loi de Robin Davis. Après il y a eu Steve avec Issa, voilà, Beurre sur la ville ou Beurre sur la ville. Et après il y a Frédéric Shaw. Mais mis à part ça, depuis 40 ans, on voit personne. On voit personne de notre communauté et asiatique qui sont à l'écran en France. Et comme on parlait tout à l'heure, aux États-Unis, même pour tout him, il a pu faire ça. Moi, j'ai fait l'année dernière, enfin, juste pour vous raconter, j'ai fait un casting qui a duré 10 mois pour HBO et Park Chan-wook, pour The Sympathizer qui est en train de tourner. J'avais un des rôles principaux où j'ai auditionné pendant 10 mois. Malheureusement, ils ont pris un Vietnamien qui habite là-bas. Mais j'ai fait 10 mois. Mais pour un film, pour un Vietnamien, pas un Chinois ou un Asiatique lambda. C'est pour un Vietnamien. Et en France, on n'arrive pas encore à trouver ça. Et tous les rôles qu'on me propose en général, que parfois que je refuse, évidemment, parce que c'est trop cliché, et c'est que pour Chinois. Il n'y a aucun moment où... Moi, je dis toujours, si tu veux faire la différence, fais-le jusqu'au bout. Et je vais terminer juste avec ça pour cette phrase-là, c'est qu'un jour, on m'a demandé sur TF1 de faire un doublage pour un téléfilm produit par TF1 qui se tournait en Thaïlande, et pour faire un avocat thaïlandais. Donc, il parle thaïlandais et un petit peu français. Donc, ils m'ont demandé de faire du doublage. Ce jour même, ils m'ont dit, est-ce que tu parles le moment où le rôle en question doit plaider avec un juge thaïlandais, et il doit parler en thaïlandais. Il me dit, bah fais-le. Je dis, bah non, je suis vietnamien. Le mec, il me regarde, il me dit, un des producteurs, il me regarde, il me dit, mais c'est pas grave, fais-le dans ta langue, là. Oh, putain. Je lui dis, dans ma langue française. Je dis, mais non, tu sais bien ta langue. Je dis, ma langue maternelle, Vietnam. Il me dit, bah oui, fais-le, c'est pas grave. Je dis, non, je refuse de le faire. Oui. Et dans l'après-midi, ils ont fait venir une Thaïlandaise pour me le faire en phonétique, et je l'ai fait. Très bien, je me suis très bien. Mais je l'ai fait. Sinon, j'avais refusé de le prendre. Je dis, si tu veux faire la différence, fais-le jusqu'au bout. Sinon, ne le fais pas. Voilà. Jade, on t'a vu dans des films sur TF1, sur France 2. Et est-ce que tu sens une différence au niveau des représentations? Est-ce que tu sens qu'aujourd'hui tu joues une actrice qui a du talent, ou
le quota asiatique? En termes d'évolution, oui, je sens qu'il y a auparavant une recherche de rentrer et correspondre à certains clichés de la femme asiatique d'après le regard de ceux qui tiennent le stylo et donc qui sont dans cette narration et qui projettent des choses, et donc ils vont mettre le cliché de la femme asiatique, ça peut être l'espionne, la serveuse, la prostituée, etc. Et maintenant, oui, ça peut arriver davantage d'avoir des rôles qui sont proposés au casting, aussi parce qu'il y a une démarche de la part des directeurs de casting de vouloir ouvrir. Et donc, il y a véritablement des directeurs de casting qui maintenant disent qu'ils veulent proposer, ou quels sont les rôles pour lesquels il n'y a pas forcément écrit en didascalie dans le scénario qu'elle est brune, caucasienne, 1m75, etc. Ils peuvent rester assez évasifs parce que le personnage, qui peut occuper n'importe quelle profession, avoir un parcours vraiment où il n'y a pas besoin d'avoir un visage qui soit blanc, jaune, noir, voilà. Donc il y a un petit peu plus cette ouverture-là. Et donc oui, il y a un petit changement. Moi, je pense qu'on en est aux prémices, parce qu'il y a toujours un décalage entre, par exemple, le cinéma ou les fictions outre-Atlantique et puis en France. Et ce qui me réjouit, parce que j'ai envie d'être aussi un petit peu positive, c'est de voir un film comme celui qui a été présenté là, à la Ferme du Buisson, de Retour à Séoul d'Avichou, parce que c'est un film cinématographiquement très intéressant, très abouti, très créatif, et qui a une narration justement, c'est un très très beau portrait d'une femme française, asiatique mais française. Et la thématique, on ne peut pas considérer que ça rentre dans un schéma ou une narration complètement auto-centrée, ou qui ne va parler qu'à un certain type de communauté, parce que la thématique est la quête d'identité, mais ça peut parler à plein de gens, la question de l'adoption, la question et justement une Française qui se rend sur son territoire, enfin le territoire de ses ancêtres. Donc il y a, et j'espère que beaucoup de gens iront le voir parce qu'ils le méritent, et ça pourra appeler, enfin en tout cas faire en sorte que le public et que les productions, etc., considèrent que c'est intéressant, que le public est de rendez-vous, et que financièrement ce soit aussi, parce que c'est un peu ça le nerf de la guerre, c'est une question de rentabilité. C'est à partir du moment où il y a des exemples. Donc là, je vais prendre par exemple aux États-Unis, évidemment, avec tous les films qui ont été montrés dans la bande-annonce, les succès et toutes les nominations de Everything Everywhere All at Once montrent bien qu'il y a du public, même si dans ce film-là particulièrement, il y a plein de visages asiatiques. On pourrait considérer que ça ne va intéresser que la population ou le public asiatique, et non, ça parle à tout le monde, et c'est aussi déjanté, original, etc. Donc oui, ça me laisse assez optimiste. On ne pourra pas, parce que j'avais entendu dire dans des réunions de production et de scénario par rapport à des propositions, un scénariste qui disait « Et pourquoi on ne mettrait pas une comédienne asiatique dans ce rôle-là » Et dans le tour de table, on lui avait rétorqué que il n'y en avait pas. Et en fait, lui, il considérait que c'était complètement crétin, parce qu'il disait, mais c'est justement, si on ouvre et qu'on permet à ce qu'il y ait cette visibilité, ça va nourrir une sorte de cercle vertueux, et de non pas rentrer dans une lutte de faire en sorte qu'absolument il y ait des Asiatiques, mais que ce soit une normalité, dans le sens où ça représente le monde quand on vit, quand on sort, quand on prend le métro, quand on va dans une pharmacie, quand on va... Voilà, il y a des gens de plein de visages et de parcours différents, et ça devrait être normal de les retrouver à l'écran, c'est simplement ça. Donc, et puis j'aime bien dans ce mot représentation que ce soit lu dans les deux sens, parce qu'il y a la représentation
à l'écran, mais il y a la représentation scénique, la représentation, on donne une représentation, et enfin voilà, il faut que ce soit plus fluide et que ce soit normal, en fait, tout simplement. En parlant de représentation scénique, Mike Nguyen, toi tu es en pleine écriture, enfin non, tu as déjà écrit, mais la pièce est terminée. La pièce est terminée. Ça, je t'ai pas dit. Mais toi tu t'entoures aussi de gens qui croient en ton projet. Est-ce que ça aurait été possible 10 ans avant peut-être Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette pièce? Alors comme pour beaucoup, pendant le confinement j'ai écrit. Et j'ai écrit sur mon histoire personnelle, dans la mesure où je suis parti du postulat où, dû à des problèmes personnels de mon père a décidé de brûler toutes les photos. Donc j'ai plus de photos, c'est brûler une mémoire, quoi, en gros. Et à partir de là, d'écrire mon histoire et qu'est-ce que ça fait de brûler des photos, de brûler une partie de soi, brûler une partie de sa mémoire. À partir de là, quand j'ai écrit, j'ai eu la bourse Adami pour continuer à la création de la pièce. J'ai fait une sortie de résidence, de lecture, et puis une dernière résidence sur Marseille pour voir comment ça match. J'ai pu m'entourer de Thierry Tiuniang, qui est chorégraphe et metteur en scène. Une partie marseillaise parce que bon, c'est mes amis, ils ne sont pas spécifiquement asiatiques, mais touchés par l'universalité ou autre truc eurocentré. Mais ils étaient touchés, et puis avec un beatmaker, parce que je viens du rap avant toute chose. Et tout ça a fait que oui, je suis bien entouré, mais j'ai été confronté par les institutions avec, par exemple, au même moment, il y avait Paul Nguyen qui a fait sa pièce sur la mémoire, il parle de son grand-père. Je suis allé voir la région, puisque depuis quelques années, j'habite dans le sud, et ils m'ont dit, en fait, ouais, c'est hyper intéressant, mais on a déjà une histoire avec les Asiatiques, donc on va pas financer, quoi. C'est pas la peine. Par contre, on peut financer des Molières et des Fourberies de Scapin et autre, je ne sais quoi d'autre, tu vois, pendant X temps et autres versions banalisées. Mais ok, c'est comme ça. On peut aller chercher à droite et à gauche, essayer de trouver d'autres manières de financer. Mais il y a quand même, pour ma part, une vraie volonté d'inscrire et de tracer une marque dans les institutions afin d'être pris au sérieux et d'être crédible. Je suis crédible, je peux faire, je viens du hip-hop, je fais avec n'importe quoi. Faire, c'est pas un problème. Créer, c'est pas un problème. L'exposer, c'est pas un problème. Mais aux yeux de tous, et surtout à une certaine catégorie sociale, dire c'est une histoire française. Ok ? C'est pas une histoire viette, c'est pas une histoire... Oui, mais je suis issu d'une ancienne colonie, hein, l'Indochine, parmi plein d'autres parmi vous, et j'ai toute la légitimité d'être là et d'être présent. Bien sûr, il y a une chose, faut être bon, parce que je peux ouvrir ma gueule, mais si je suis mauvais, c'est pas la peine. C'est comme, là, ce qui était hyper intéressant, par exemple, là, j'entends Jean-Claude, tu vas voir d'autres générations, Jean-Claude n'est pas au même niveau, là, au niveau de la représentation que le cinéma français peut faire de lui, que le cinéma français peut faire de moi qui ai une quinzaine, une vingtaine d'années de moins, et on va voir l'autre génération, donc Jonathan, j'ai beaucoup aimé Rascals, bravo gars, mais il y a cette réalité, c'est qu'on a vraiment tous les corps des métiers, et il manque, encore une fois, avec Irak, je suis d'accord, l'argent mais on peut avoir énormément d'idées, et je pense que ce qui est intéressant maintenant, et aussi je fais un constat, c'est que dans les conservatoires, il n'y a pas d'asiates. Il n'y a pas d'asiates. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi, nous. Ok, les institutions, c'est une chose. On peut toujours dire, ouais, mais les autres, ils n'ont pas fait ci, les autres, ils n'ont pas fait ça. Mais il faut qu'on soit présent sur le terrain et montrer que, les gars, vous jeunes, vous petits, vous 13 ans, 14 ans, faites du théâtre. Insistez. Ouais, les parents, ils veulent pas. Ok, il n'y a pas de problème. Mais on est aussi une génération, moi j'ai un gamin de 13 ans, il fait du théâtre. Il sait que c'est possible.
ça sera un fils d'eux. Bon, voilà, tant mieux. Mais que nos enfants ou d'autres viennent, que nos adolescents, nos neveux soient des fils d'eux, qui disent oui, on s'est permis de faire. Déjà se permettre de faire. Il y a des moments où on n'a pas réussi à se permettre de faire, simplement de rêver. Autre chose que faire pharmacien ou autre. Parce qu'en fait, on nous a aussi enfermés dans ce truc-là. Et je pense que au-delà de l'économie, au-delà de ce qui nous enferme, mais nous tous, on doit semer. Et après, on verra. Mais il faut qu'on sème. Là, déjà, on est d'une génération, là, avoir tout ça, il y a 10 ans, jamais ça, c'est pas possible. Même, je vais te dire honnêtement, il y a 5 ans. Là, ça fait 3-4 ans, je sais que je réseaute énormément, j'essaie de mettre tout le monde en réseau. Mais là, c'est super bien, parce que j'ai des jeunes générations, de 1000 visages, ou autres, ou ailleurs, ou d'autres qui, je ne sais pas d'où, hein, mais il faut transmettre. Il faut transmettre et donner du rêve. Parce que déjà, ça, c'est gratuit. Hein. On n'aura pas à payer ou quoi que ce soit. Mais donner ce rêve et donner la possibilité à ces jeunes de dire « Ok, je peux. Ok, moi, en tant que femme, je peux. Moi, en tant qu'homme, je peux. » Voilà. Bravo, Maëlle. Beau, toi, on t'a retrouvé avec Steve sur le tournage d'Astérix. Voilà. Qui se passe en Chine, où il n'y a pas de Chinois. Est-ce que ce film va changer les choses, vous pensez, vous qui avez tourné dedans? Pense, très honnêtement, je pense pas du tout. Voilà, c'est une, voilà, ça n'a d'autre fonction que d'être une grosse comédie à gros budget. Voilà, effectivement, la communauté asiatique se réveille, elle est multiple, elle est complexe. Moi, j'ai 53 piges, je suis de 69. Quand j'ai grandi dans le Nord à Roubaix, le cinéma, pour moi, juste d'être à Roubaix, comment te dire, c'était un produit non référencé. C'est-à-dire que j'étais le Chinois et je devais être premier de la classe. J'étais dernier de la classe, mais c'est pas grave. Mais j'ai un professeur. Donc c'est des choses qui sont ancrées depuis très 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 longtemps. Moi, le premier appartement que j'ai visité à Paris, je parle même pas du métier de cinéma, je parle de la vie de tous les jours. Moi, le mec, j'ai été adopté par des nobles bretons. Donc ma mère, elle a mis la dose. Donc je m'appelle Louis-Marie-Charles Gauthier de Kermoil. Ce qui fait beaucoup rire les flics en général, qui me demandent les vrais papiers dans la foulée. Donc, et c'est pour ça que j'ai pris un pseudo. J'ai voulu garder mon nom de famille, mais j'ai pris un pseudo qui est beau, parce que j'avais un autre pseudo qui était assez ridicule, et c'est un rebeu qui m'a donné le surnom de Beau. Il m'a dit, tu t'appelles comment? Je fais, je m'appelle comme ça. C'est ridicule, tu vas t'appeler Beau à partir de maintenant. Je fais, ok. Ok, j'ai tous mes potes Viet qui s'appellent Beau, et c'est resté. Et j'ai cette double culture. Voilà, moi je suis arrivé en France, j'avais 4 ans, j'étais en orphelinat. J'étais comme toi, je suis arrivé en France, je parlais que le Viet. Je peux te dire que quand j'ai découvert le français, ça m'a changé la vie. Parce que au départ, quand j'étais en orphelinat, j'étais sous-alimenté. Tout ce qui était coloré, pour moi, se bouffait. Donc j'ai fait des cocktails de shampoing, pommes, machin, etc., qui n'étaient pas géniaux. Et du coup, après, j'ai totalement oublié le vietnamien. C'est-à-dire que j'ai essayé de prendre des cours de vietnamien qui a été une catastrophe. C'est-à-dire que je fais du Viet Vo Dao, le mec est obligé de me dire les prises en français. Donc voilà, donc il y a eu un espèce de blocage. Donc c'est pour ça que je dis, asiatique c'est multiple. Il y a des Laotiens, des Cambodgiens, des Vietnamiens. Là j'ai fait un casting, je me souviendrai toujours de ce truc-là. Je fais un casting pour une adaptation du film d'Alan Corben. J'achète le bouquin, je lis le bouquin, je lis le truc, effectivement, il y a un asiatique dedans, sauf que c'est un Coréen. Et donc je vais au casting et je dis, je suis pas coréen. Ah, ça passe. Bon, ok. Il voit tout le 13e. On s'appelle, on se connaît tous entre nous. Mike, t'as passé le casting, vous avez tous passé le casting.
Et à la fin, ils prennent un black. Je rajoute que j'étais en callback, moi, en fait. C'était moi ou Jimmy Jean-Louis. Ils ont pris Jimmy Jean-Louis parce qu'il est plus famous. Tout simplement. Il est bridé aussi. Oui, il est haïtien, asiatique d'Haïti. Donc voilà, c'est drôle. Moi, j'ai joué dans un film qui s'appelle La Tour Montparnasse Infernale, avec Eric et Ramsey. Pendant très longtemps, j'ai cru que De la Tour, c'était mon nom de famille. Parce que les mecs dans la rue me reconnaissaient et me disaient « Ah, t'es le chinois de la Tour !» Comment il connaît mon nom? C'est-à-dire qu'on a des visages marquants, mais on ne connaît pas encore mon nom. Ce qui est terrifiant, c'est que finalement, il y a deux mecs dont on connaît les visages et on connaît les noms. Il y a Bunai Min, chinois marrant, et Frédéric Shaw. Et après, ceux qui s'intéressent un peu plus et qui vont gratter un peu, vont chercher nos noms. Mais moi, quand on m'appelle par mon nom, je suis toujours choqué, quoi. Et j'ai eu la chance de faire des choses totalement différentes. Je me suis retrouvé sur mes lèvres de Jacques Audiard. J'ai eu la chance de travailler avec Jean-Jacques Hano. Et quand TF1 m'appelle et me dit voilà, on a absolument envie que ça soit toi, je fais alors, combien? Non mais le scénario, je ne me parle pas du scénario, je vais te faire le chinois. La seule question qui m'intéresse, combien? Voilà. Parce que à un moment, attends, tu vois, quand tu as 53 piges, tu as beaucoup moins de tolérance. Moi, j'ai fait un tournage, on fait un groupe de rock. Moi, j'ai interdiction de chanter dans 172 pays, donc ça a été réglé, j'étais batteur. Mais du coup, on avait tous à peu près le même nombre de lignes de texte, on avait tous le même agent. Et un jour, on déjeune à la cantine. Et on parle de nos salaires. Et je me rends compte que je suis payé 2 fois moins que les 3 autres blancs. Je me dis, mais il y a quand même un souci, donc j'appelle mon agent, je me dis, mais comment ça se fait? Parce que là, il y en avait un qui avait encore moins de texte que moi. Et je me dis, mais voilà. Le problème, il est là. Il est là sur la considération. Il est sur la considération, sur le placement où on est. Mais sur Astérix, quand on a commencé Astérix, tu peux pas refuser une telle machine. Mais c'est vrai que tu as envie, tu ronges ton frein parce que tu as envie de t'exprimer. C'est toujours très, très, très compliqué. Donc là, avec le temps, moi j'ai la chance, et ce qu'il a oublié de dire, c'est que c'est un sublime photographe, donc c'est d'autant plus surréaliste que son père ait brûlé ses photos. Mais c'est à nous de se battre et de revendiquer. Moi je suis attristé parce que j'ai des copains comédiens qui ont décidé d'arrêter le métier parce qu'on leur propose pas suffisamment de choses. Je me suis retrouvé, et ton truc de doublage, ça m'a fait hurler de rire, parce que je pense qu'on s'était sur le même truc. On m'appelle pour faire et je vais balancer, mais c'est un Joséphine Ange Gardien. Au départ, je devais tourner en Thaïlande. Je me dis, c'est cool. Je vais partir en Thaïlande. Vous me direz, j'ai fait 2 frères. Je me dis, je vais aller au Cambodge et au Vietnam, et j'ai tourné à Arpajon. Bon, c'est un autre délire, mais le mec n'a pas de bol quand même. Et donc, du coup, il tourne Joséphine Ange Gardien en Thaïlande. Et pour des raisons budgétaires, finalement, il tourne les scènes avec les Asiates sur place. Bonjour. Voilà, super. Résultat des courses, allô, voilà, on a un petit souci. Et c'était tellement mauvais qu'ils nous ont demandé, ils ont appelé des Asiatiques pour doubler ce truc-là. Et je suis sur le parking. Alors je ne sais pas si tu étais là ce jour-là. Je suis sur le parking du studio de doublage, on est 4 Asiatiques. Et étrangement, il n'y en a pas un qui s'appelle Chin Chong Chong, tu vois. C'est Patrick, David. Ça va, toi, tes enfants? Oui, ça va, très bien. On rentre au studio d'enregistrement. Et là, le doublage commence et fait... Quand la feuille tombe de l'arbre et que le bambou plie. Coupé. Ouais, Patrick, tes enfants sont toujours à Queneau. Ouais, le mien veut prendre allemand, ça me désole. Tu te dis, et là, tu te dis l'absurdité du truc, quoi. Voilà. Et je pense que il y a notre volonté à nous de faire bouger les lignes, et c'est vrai il faut qu'on écrive, il faut qu'on joue, il faut qu'on... Voilà. Moi j'ai la chance d'avoir à côté de ça, j'ai un exutoire, j'ai la peinture, j'ai la chance de vivre de la peinture. Et quand je peins, je suis ni chinois, c'est juste écrit Made in Taïwan au dos, mais... non, voilà. Moi, en plus c'est compliqué, moi je suis fils du GI amérindien,
ma mère était vietnamienne. Donc c'est, voilà, moi, quand je me baladais dans le 13e dans les années 80, ils ne savaient pas ce que j'étais, tu vois. Moi, je suis allé manger avec mon fils dans un restaurant vietnamien. Et je suis avec mon fils et la mère de mon fils. Et le serveur me parle en viet. Et il parle à une vitesse. Et moi, je le regarde, je fais « Ah !» Il revient avec 14 plats. Je regarde mon fils, je fais « Tu vois ? Papa parle vietnamien. » Je fais « Mais t'as commandé quoi ?» Je fais « J'en sais rien. En tout cas, ton père parle vietnamien. » Donc voilà. Non, mais j'essaye vraiment. Voilà. Moi, mon fils, il comprend pas. Il me dit « Mais papa, on m'appelle le chinois à l'école. » Il n'est pas chinois. Il est sicilien avec un nom breton, cherokee et vietnamien. On resterait des heures avec toi. Mais non, merci pour le partage. Steve, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Je suis tellement fier qu'on soit tous là, mais vraiment, c'est un truc de ouf, c'est juste incroyable. Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai, j'ai peu de mots en fait, parce qu'on est tous très motivés, on a tous la dalle, on comprend tous la même chose, on parle tous le même langage, et voilà, et qu'on continue quoi, à y aller. Voilà. Merci. Alors, juste un truc à dire. Oui. Par rapport à. C'est qu'on refuse pas, on n'a pas honte d'interpréter un Cambodgien, un Chinois ou quoi que. C'est pas ça le problème. En fait, le problème c'est d'avoir un bon rôle et quelque chose de différent. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. On va faire monter Jonathan Hipp et Lipen. Est-ce qu'il y a d'autres... Merci. Bon, la nouvelle génération d'acteurs. Jonathan Hipp, Virac parlait de toi tout à l'heure parce qu'on parlait du personnage de Sauvan. Vous avez commencé il n'y a pas très longtemps. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu un avant-goût un peu de ce qui se passe aujourd'hui sur les castings, parce qu'aujourd'hui c'est des castings un peu différents, c'est des castings aussi pour des plateformes, ce qui est différent de la télé traditionnelle. Jonathan, est-ce que tu peux nous faire part un peu de ton expérience et d'avoir interprété en fait le rôle de ce que tu es, un Cambodgien, sur Les Rascals? Déjà, j'aimerais tous vous remercier. Je suis trop ému d'être là en fait, vraiment. Parce que... Alors, c'était déjà une chance, déjà. À la lecture du scénario, dès que j'ai vu ce personnage, ça a cliqué. Je me suis dit, waouh! C'était comme un don du ciel en fait. Et je pense que d'autres acteurs un peu plus âgés qui n'ont pas forcément... En fait, j'ai senti aussi un espèce d'honneur à recevoir ce rôle, parce que je sais que si j'avais été, on va dire, dans le game des années auparavant, j'aurais pas eu cette chance-là. Non, vraiment, honnêtement. Et du coup, je pense que c'est une histoire aussi pour nous, on va dire, la nouvelle génération, de payer un petit peu hommage pour ceux qui n'ont pas eu cette chance-là. Et à nous, en tant que, je pense que créateurs, parce qu'à un moment donné, je pense que notre parole, on pourra la dévoiler de la meilleure des manières que par nous, en fait, quelque part, parce qu'on comprend cette culture, on a ces choses-là en nous. Et je pense que ce sera à nous, ensuite, de rendre hommage à ces gens-là à notre manière, en les mettant sur des rôles, en leur donnant la possibilité et l'espace pour exprimer des choses qu'ils n'ont pas pu le faire, on va dire, dans leur carrière. Et c'est très asiatique ce que je viens de dire finalement. C'est la gratitude des anciens, de ceux qui étaient sur les chaises juste avant toi, c'est ça? Et en plus, un truc que j'aimerais rajouter, c'est que au-delà de juste faire partie de la France, on faut oublier qu'aussi on y contribue. Et par exemple, il y a des aspects de notre culture. Donc par exemple, la façon dont on traite nos personnes âgées, par exemple. Je ne vous traite pas du tout de personnes âgées. Hein. Mais je pense que c'est quelque chose... Par exemple, pour nous, dans notre culture, c'est invraisemblable de se dire que notre grand-mère ou notre grand-père sera dans un EHPAD, ou loin de tous. Et je pense que c'est quelque chose qui, finalement, dans notre culture, d'apporter ça à la France, que de permettre à d'autres qui n'ont pas d'autre origine, finalement, de un petit peu sortir la tête de l'eau et de se dire « Ah ouais, eux, ils font pas pareil ».
Et ça a l'air de marcher finalement, parce que quand on voit la santé de nos mamies, ils sont impressionnés, quoi. C'est vrai, ma mamie a 95 ans, elle a fait 3 fois le tour du monde, elle connaît les numéros par cœur de tous les Cambodgiens aux States, en Australie, par cœur. Le respect aux anciens, voilà. tout simplement. Et Mike et Clément, je suis désolée, on va devoir accélérer parce qu'il y a une autre rencontre après. Mais est-ce que vous pouvez nous donner, toucher un mot sur votre expérience en tant que jeune comédien aujourd'hui et comment ça se passe dans les castings? Ok, salut tout le monde aussi, je suis très fier et très honoré d'être devant vous tous, parce que je vous ai tous vus dans vos différents projets, dans vos films et tout. Donc, et d'ailleurs, Rascal, ça m'a marqué de ouf. Franchement, incroyable, merci de nous représenter. Et ça fait plaisir de voir des Asiates qui sont beaux gosses, qui gèrent des meufs, qui savent se bagarrer. On n'est pas que des victimes ou des timides. Donc merci Virak d'avoir écrit un rôle comme ça. Et... Je te coupe 5 minutes, mais franchement, quand j'étais petit, à un moment donné, je me suis dit, dans ma vie, j'aimerais être un Asiatique méchant et sexy. Voilà. Ouais, c'était mon objectif de vie. Voilà. Mais moi, depuis que je suis petit, on me dit des phrases qui au départ sont gentilles en mode ah, t'es mignon pour un Asiate. Comment ça? Comment ça? De base, on est moche, c'est comment? C'est pas comme ça. Mais du coup, ouais, pour reparler rapidement, moi je suis. Pour l'instant, en fait, je suis en formation à 1000 visages et au laboratoire de l'acteur avec Hélène Zidi qui m'a parlé d'une certaine Jade. Donc je sais pas si c'est toi qui as eu Hélène Zidi. Ok. Parce qu'en fait, il y a tellement pas d'Asiates, même dans le milieu de l'école, qu'elle s'est rappelée de toi en mode ah, mais tu connais Jade? C'est pas ta mère ou ta cousine peut-être? Parce que vous êtes vraiment deux là dans le parcours d'acteur. Enfin bref. Et du coup, moi pour l'instant, j'ai fait essentiellement des courts-métrages. J'en ai fait un avec la Fémis. Je suis super fier parce que la Fémis, c'est vraiment l'école qui forme les réalisateurs de demain, etc. Et la chance que j'ai eue, c'est que le réal, il est eurasien, donc il est moitié laotien, moitié français. Et lui, il a voulu se battre pour ça, donc il a voulu faire un casting entièrement asiatique. Il a voulu raconter l'histoire de son père, en fait, qui arrivait du Laos, qui doit s'occuper de sa famille, qui travaille dans une usine de pneus, etc. Donc c'est cool parce que j'ai pu jouer en laotien. Et ouais, du coup, ça fait plaisir d'avoir un film un peu auteur, Fémis, qui soit pas uniquement avec un casting blanc. Et je pense que moi, la nouvelle génération, pour terminer, c'est eux qui vont changer les choses. Parce que c'est des jeunes qui ont la vingtaine et qui, eux, veulent faire bouger les choses. Donc ils veulent forcer, limite, à mettre que des Asiates pour forcer, pour pouvoir changer. Et c'est grâce à ça qu'après, nous tous, on va pouvoir faire de plus en plus de projets. Et voilà, j'espère... ça a tout, comme on dit. Inch'Allah, on l'a aussi un. Donc on va faire plein de projets ensemble. On a aussi un du Sud, on a aussi un du 9-3, et voilà. Merci Mike. Clément, est-ce que tu veux terminer? Le meilleur pour la fin. Ouais. Bon, comme Mike, hein, j'ai une expérience assez récente, mais paradoxalement, une expérience assez longue en tant qu'amateur, on va dire. Et puis, il y a 2-3 ans, on m'a parlé sérieusement pour que je me lance sérieusement dans le métier et que j'en fasse ma vie, en fait, parce que c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me plaît, c'est là où je m'épanouis. Et au-delà de ça, ben, on est tous réunis ici parce qu'on se ressemble, pour les Européens. Et du coup, il y a une cause à défendre. On a un message à faire passer. Après, moi, pour l'instant, j'ai pas passé énormément de casting et ça fait pas trop longtemps que je réseaute aussi. Et là, ça fait plaisir d'entendre Steve dire qu'il y a des choses qui changent. Et on va apporter ce fucking jaune d'œuf sur le gâteau, tu vois, ce que tu disais. Je remercie aussi Boulomsoc, on n'a jamais parlé ensemble, mais tu m'as défendu lors d'un casting que j'avais passé, qui s'était mal passé. On m'a demandé de faire l'accent et où je me suis embrouillé avec le gars. Et après, j'ai pas voulu montrer que j'étais du 9-3. Donc j'ai dit, vas-y, calme-toi. Et puis tu m'as défendu via le biais d'un autre ami qu'on a en commun. Merci. Merci. Et voilà, pour la représentation des Asiatiques aussi, ben, on parlait de faire les choses nous-mêmes, d'écrire et tout, et des fois, ben, on n'a pas l'argent, le CNC finance pas, ou il y a des formats qui ne sont pas financés. Là, j'en parle brièvement, mais actuellement, je suis pris pour un projet qui parle d'une famille asiatique. C'est des Cambodgiens de France qui se retrouvent après le décès de leurs parents. Donc c'est une histoire, les personnages, le casting est asiatique, mais ça peut arriver chez tout le monde. Ça peut arriver chez des Blancs, ça peut arriver chez des Métis, des Noirs, des Arabes, ainsi de suite. Le réalisateur et le scénariste est là, malade, mais il est là.
Et donc voilà quoi pour l'expérience. Merci à la jeune génération. Je vais appeler Darren Knopp et Kaname Onoyama à venir clôturer cette discussion. Alors, Darren Knopp est cascadeur, acteur, il est donc stuntman. Il a été nommé aux Emmy Awards pour Midnight. Kaname Onoyama est directeur de la photographie. Kaname a travaillé sur Top Boy, saison 2, saison 3. Et il est aussi le fondateur d'un nouveau collectif dont on avait besoin, qui s'appelle Div+. Mais tu vas nous en parler un peu plus après. Moi, ce que je voulais partager, en fait, que vous pouviez nous partager et transmettre ici aujourd'hui, c'est votre expérience à l'étranger. Kaname, j'ai eu la chance de t'interviewer pour Bali Media, où tu me disais que tu étais arrivé du Japon pour venir en France parce que la France te faisait rêver au niveau du cinéma. Donc, tu as fait une école, mais pendant au moins 10-15 tournages, tu as toujours été le 3e assistant. Tu n'as jamais pu gravir les échelons. Et c'est en partant, en allant à l'étranger, que tu as pu devenir directeur de la photographie. Et est-ce que tu peux nous partager un peu cette expérience et comment ça t'a donné envie aussi de créer Div+. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Kaname. Donc j'ai un passé quand même très différent de tous les autres invités. Tout d'abord, je suis pas français comme tout le monde. Je viens du Japon, je suis né, grandi au Japon. Donc j'ai rêvé pour venir en France parce que ma première motivation pour connaître la culture française, parce que la France, durant le voyage, j'ai vu à quel point c'est multiculturel, à quel point c'est international. Pour moi, la France, c'était un terre parfait pour connaître le monde, à quel point le monde est grand. Et puis, toute l'idée de l'Europe m'a beaucoup séduit. Déjà, en France, les études étaient gratuites, ce qui était complètement inimaginable pour moi, et pour donner des chances à tout le monde. C'est un des seuls pays où tu as l'éducation qui est gratuite. Voilà, et donc voilà, il y a vraiment des belles choses en France, et j'avais l'impression que les gens étaient heureux dans la rue, tout le monde était... en tout cas, pour Kaname, 18 ans. Kaname in Paris. À cette époque encore, je parlais ni anglais ni français, mais je vous voyais marcher dans la rue, et c'était incroyable. Je me suis dit, il faut absolument que j'aille pour vivre au moins 1 an ou 2 avant que je sois trop vieux. Et j'ai eu la chance de pouvoir étudier en France. Et j'en étais très fier. Voilà, j'ai voulu rester en France après mes études. J'étais prêt à me lancer dans ma carrière professionnelle en tant qu'assistant caméra, de suite chef opérateur et tout ça. Et c'est à ce moment-là, pour la première fois, où j'ai rencontré des vraies difficultés. Et, donc j'ai fait des stages comme tout le monde sur plein de films. J'en ai fait même 7, je crois. Donc ça a duré des années. Et je commençais à voir les gens plus jeunes, moins expérimentés, commencer à avoir des rôles que je voulais. Donc j'étais toujours stagiaire. Et je n'arrivais pas. Et puis, certainement, mon français était un peu moins bien que maintenant, mais c'était... Moi, je comprenais tout ce que les gens disaient. J'arrivais à dire ce que... Bon, en tout cas, sur le tournage, il n'y avait aucun problème. Mais c'était assez difficile au début. Et c'est à ce moment-là où... C'était en 2000... voilà, j'ai fini mon école en 2007. Et donc 2008, 2009, donc c'est la crise. Il y avait moins de travail. Et voilà, j'avais un problème de visa renouvelé. Donc j'avais ce problème de visa. Voilà, j'avais pas assez d'argent. Et j'avais l'impression qu'il me restait plus beaucoup de temps, en tout cas, d'être en galère comme ça pour longtemps. Et donc un jour, j'ai compris que la seule manière pour pouvoir exister dans ce milieu, c'est de me lancer en tant que chef directement. Et le jour où je me suis lancé comme chef opérateur, tout d'un coup, mon téléphone a commencé à sonner, juste parce que je pense que à cette époque, il y avait une vraie nécessité
des gens qui sont compétents pour faire des vidéos à tout petit prix avec des matériels très légers, avec l'arrivée de tous les digital content, le cinéma numérique, etc. Et moi, ce que je savais faire par rapport à mon expérience sur les gros tournages, plus être à l'aise avec la nouvelle technologie, ça m'a permis d'être très occupé, j'ai très demandé, et j'ai réussi à avoir le visa comme ça, et je suis devenu chef opérateur. Un jour, donc c'était il y a à peu près 5 ans, j'avais presque 10 ans d'expérience dans le milieu. J'ai décidé de arrêter tous les petits vidéos et de me concentrer pour développer sur le cinéma. Et aussi, j'ai commencé à voyager vers les États-Unis et à Londres pour espérer que quelqu'un voit vraiment ma valeur comme je suis et de trouver les gens avec qui je peux faire le cinéma qui m'intéresse. Et dès que je suis arrivé en Angleterre, donc j'ai fait quelques tournages et j'ai commencé à élargir mon réseau tout seul. Je connaissais personne là-bas. Et j'ai rencontré mon agent et quelqu'un m'a donné une opportunité de faire des clips et tout ça. Et tout d'un coup, voilà, j'avais vraiment l'impression que en Angleterre, tout était assez direct. Les gens me donnaient des chances que j'attendais. On t'a donné des chances que tu espérais avoir en France. Mais est-ce qu'il faut absolument partir à l'étranger pour avoir ces chances-là? Je ne sais pas. Toi, Darren, tu es cascadeur. Tu es cascadeur, acteur. Tu as commencé en France et après tu t'es dit, je vais aller aux États-Unis. Pourquoi? Bonsoir. En fait, j'étais cascadeur en France depuis, je sais pas, 15, 16, 17, 18, je sais plus. Mais j'étais dans le monde du spectacle. Et j'adorais ça. En fait, je voulais pas quitter le monde du spectacle. Et je refusais quasiment tous les... J'étais dans 3 agences à Paris. Et je refusais quasiment tout. De jouer le touriste asiatique ou le serveur ou tout ça. Donc on a plein de similitudes sur notre passé. Donc c'est cool. Mais c'est vrai que peu de monde refuse. Vraiment très peu de monde refuse parce qu'il manque du travail, quoi qu'il arrive. Et on a besoin de payer nos loyers et tout ça. Donc on accepte. Moi, j'ai toujours refusé. En fait, j'ai toujours fait le contraire de ce que les gens m'ont dit, en fait. Et ça fonctionne, en vrai. Ça fonctionne réellement. Et j'étais cascadeur au Parc Astérix pendant 7 ans. J'avais posté une vidéo de mon frère et moi. On pratiquait le tricks. C'était un nouvel art martial venu des États-Unis. Et ce jour-là, quand je l'ai posté, après peut-être 3 semaines plus tard, il y a le bras droit de Jackie Chan qui m'a appelé. Et qui m'a dit, ouais, j'ai vu votre vidéo, ton frère et toi, vous m'intéressez. Est-ce que vous seriez prêt à nous rejoindre en Angleterre pour mon prochain film qui s'appelle Kingsman? Donc, après ça, moi, je pouvais pas, j'étais en train de faire le Gaulois au Parc Astérix. Donc, mais moi, j'adorais, hein. Franchement, j'ai vraiment aimé. Donc, j'ai dit, je peux envoyer mon frère, mais moi, je continue à faire le Romain et le Gaulois. Donc, mais je vous rejoins après si c'est possible. Donc, ils ont dit, ok. Donc, mon frère est parti en premier en Angleterre. C'était lui qui avait le rôle de la fille qui a les lames dans Kingsman. La fille, à la base, c'est lui qui avait le rôle. Mais comme il n'y avait pas de fille, c'était pas un problème. Le problème n'était pas qu'il soit asiatique, c'est qu'il n'y avait pas de fille. Donc, ils ont appelé une autre française, qui était Sofia Boutella, pour jouer ce personnage, qui a été à la place mon frère, mais bon. Donc, mon frère est quand même resté en tant que doublure principale. Donc, le pauvre, il a dû mettre des leggings et tout ça. Ça va, frérot. Et donc, moi, je les ai rejoints après, pour la fin du tournage, malheureusement. Et ça s'est très bien passé. Le bras droit de Jackie Chan, je ne sais pas si vous connaissez, Brad Allen, c'est celui qui est mort en 2021. C'est celui qui a fait c'était le premier occidental à faire un combat contre Jackie Chan. C'était lui en fait. Et après le film, il est venu nous voir, il nous a dit écoutez, j'aime vraiment votre travail. Je ne sais pas ce que vous comptez faire dans la vie. En fait, on n'en savait rien. En fait, il y a cette question de troisième. Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? J'ai jamais su répondre. Donc j'ai fait bah ouais, pourquoi pas. Viens rejoindre ton équipe. Donc depuis 7 ans maintenant, on est dans l'équipe de Brad Allen, Jackie Chan Stunt Team. Et on a fait plein d'autres films. Merci.
On a fait plein d'autres films, des films que j'avais jamais pensé faire comme Star Wars. J'en ai fait 3, je suis en train de faire le prochain là, la prochaine série, où dedans j'entraîne et je coach aussi l'acteur de Squid Game, l'acteur principal, le coréen là, JJ. Donc voilà. On a fait le dernier Fast and Furious 10 en tant que chorégraphe. Et mon dernier, une nouvelle expérience que j'ai eue il y a 1 an, c'est d'être action acteur. Acteur, je sais pas, action, ouais, je suis chaud. Mais donc on m'a appelé, c'est le directeur de Expandable 4, avec tout ce qui est Stallone, Jason Statham et tout ça. Il m'a appelé, il m'a demandé, écoute, j'ai bien aimé ton court-métrage que tu as fait il y a longtemps, qui s'appelle Shadow of 13, que je t'ai envoyé, qui est d'ailleurs le premier court-métrage français que j'ai fait, et on va dire d'origine cambodgienne, parce que j'ai mis mes parents dedans. À la base, c'était une vidéo pour plus tard, j'ai une vidéo avec mes parents de souvenirs qui vivent un peu le métier que je fais. Donc c'était à la base juste une vidéo pour ça, une vidéo de famille. Et au final, elle est devenue virale, cette vidéo. Au Cambodge, c'est ça qui a donné envie au Cambodge de faire des films d'action. Donc après, c'est là que Sok Visal et tout ça, ils ont commencé à produire des films d'action de ça. Et en fait, c'était grâce à Shadow of 13. Et donc, pour revenir sur Expandable 4, on m'a demandé d'être action acteur, ça veut dire d'être acteur, mais de réaliser mes propres actions. En fait, comme Tony Jaa et tout ça là. Et du coup, j'ai dit, Expandable 4, c'est le film avec les grosses stars là d'Hollywood. Il fait, oui, c'est ça, oui. Je fais, mais je suis personne, moi. Après, il fait, non, t'inquiète, je vais te mettre bien. Du coup, comme quoi, le fait de refuser plein de choses, de faire beaucoup de sacrifices, énormément de sacrifices, fait que les choses avancent correctement, mais doucement, mais elles finissent bien. J'ai jamais voulu être cascadeur, J'ai jamais voulu être cascadeur, je suis devenu cascadeur. J'ai jamais voulu être action acteur, je suis devenu action acteur. Et puis, on verra ce que maintenant la vie me réserve. Yann, est-ce que tu penses que par rapport à ton expérience aux États-Unis, ça peut aujourd'hui t'apporter des opportunités en France, et est-ce que ça joue ou pas? Parce que ça a joué pour Canada. Non, personnellement non. J'ai jamais compté sur la France pour ça. Elle m'a toujours rejeté entre guillemets. J'ai jamais été soutenu par les Français jusqu'au jour où j'ai un nom en Angleterre maintenant, on s'appelle No Brothers, tout le monde nous appelle, on est appelé H24 pour faire des films, mais en France j'ai jamais eu un coup de fil. Si, le dernier Astérix. Pour être cascadeur, j'étais déjà sur le prochain Fast and Furious, on me fait « Ouais Dad, tu veux venir, c'est pour être cascadeur ?» J'ai fait « Sur quoi ?» Il fait « Sur Astérix », j'ai fait « C'est mort, oublie-moi. » Parce que j'ai entendu, pour tout ce qui est de stunt département, j'ai entendu que c'était vraiment un cauchemar. Ouais. J'ai prévenu, mais comme j'ai dit, parfois il y a des gens qui ont besoin de payer les loyers et tout ça, ils sont obligés, donc je les comprends. Et moi j'ai refusé catégoriquement. Je peux pas accepter ça. Je peux pas, le fait qu'on nous rabaisse comme ça, je peux pas. C'est pas que moi, c'est sur une image. Je veux donner une bonne image depuis le début. Je suis l'exemple pour mon frère, je suis l'exemple pour ma famille, je suis l'exemple pour ma fille. Donc je me rabaisserai pas à ce genre de choses. Voilà. Kanamé, tu as lancé DIV+, je l'ai dit tout à l'heure. Comment aujourd'hui, concrètement, on peut mettre en action des choses pour qu'il y ait plus de représentation, d'inclusion et de diversité dans le cinéma? Voilà, je connais beaucoup de techniciens, par exemple noirs, en Angleterre, dont un qui était très impliqué sur la question de Black Lives Matter, qui a créé une communauté, qui a carrément créé une sorte de liste des techniciens issus les personnes issues d'immigration, sur lequel il m'a demandé de mettre mon nom aussi. Et il m'a demandé de... Quand il a eu un tournage à Paris, il m'a demandé ouais, « Kanamé, donne-moi ton équipe de diversité de ouf ». Et puis... j'avais jamais entendu le mot d'une équipe de la diversité. Et d'accord, c'était une sorte de choc culturel déjà. C'était nouveau, on n'est pas familier à ce genre de demande
une équipe de la diversité alors qu'en Angleterre, ça l'est. Oui, exactement. Donc en France, moi je croyais que c'était un terre de l'égalité, tout le monde avait une chance à l'égal, voilà, c'était... Canada in Paris. Donc j'ai eu toute cette étape de déconstruction petit à petit, via Black Lives Matter, via MeToo, via beaucoup de choses. Donc voilà, le Black Lives Matter et le féminisme m'ont beaucoup influencé. Et quand mon ami m'a demandé de trouver une équipe de la diversité à Paris, je me suis rendu compte que, en fait, c'est vrai que ça fait 10 ans, 15 ans que j'étais en France, je connaissais personne de couleur derrière la caméra. Il n'y a aucun chef opérateur noir, il n'y a pas de... ça n'existait pas. Et puis je lui ai dit, je ne le connais pas, mais non, c'est pas possible, tu es basé à Paris, tu as fait des études, tu bosses depuis longtemps. Tu dois en connaître un, électro, machino, assistant caméra. Et j'ai réfléchi et je ne connaissais pas. Et ça m'a fait vraiment... C'était un drôle de sentiment. Et ensuite, quand j'ai eu une grosse opportunité chez Netflix pour faire Top Boy, tout de suite, Netflix est venu me demander est-ce que tu voudrais faire un mentorship? Nous, on a un budget pour, on peut payer ta mentee. Et donc j'avais jamais entendu le mentorship ni mentee, donc j'ai dû me renseigner sur ce mot, sur le dictionnaire. Donc voilà, le mentorship, en gros, voilà, Netflix encourage de la diversité et l'inclusion. On aimerait bien donner des opportunités aux gens qui en ont besoin. Toi, tu as le droit de prendre n'importe qui et que cette personne elle sera mentorée par moi, et cette personne a le droit d'être à côté de moi pour apprendre, pour voir toute l'étape de la pré-production, le tournage, la post-production. Et on a un budget pour, et il sera payé comme les stagiaires normales. Je pense que c'était 100 pounds par jour, un truc comme ça, que j'ai trouvé énorme pour quelqu'un qui n'est pas utile pour ce tournage, mais juste être là pour observer. Pour recevoir la transmission, quoi. Exactement. Donc là, j'étais vraiment, j'ai failli tomber en arrière. J'ai trouvé tellement, c'est incroyable. J'ai trouvé vraiment incroyable. Et en revenant en France, j'ai commencé à en parler à mes amis. Et je croyais qu'ils allaient être émerveillés de cette nouvelle idée qui vient des États-Unis, sans doute. Et la réaction était totalement contraire de ce que j'attendais. Les gens disaient « Ah, c'est bien, mais ouais, c'est très américain. Nous, on a le passé colonial qui est différent. Ils sont plus racistes que nous. » Donc j'étais super étonné des réactions des gens que je connais, avec qui j'ai travaillé, qui étaient majoritairement... des personnes qui ne sont pas issues de l'immigration. Si je crée une sorte de communauté en France et que si tout le monde fait ça, en fait, ça va... Ça donne une opportunité à une autre personne. Beaucoup de gens. Donc je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire, mais la réaction était malheureusement, donc il y a 2-3 ans, c'était pas comme je voulais. Donc j'ai commencé à vraiment chercher auprès de mes amis, à part ma copine. Donc je me suis rendu compte d'un truc, beaucoup de femmes autour de moi qui sont très ravies de cette expérience et de mon idée, et beaucoup de gens issus de l'immigration, voilà, toutes les minorités m'ont beaucoup soutenu, alors que j'étais majoritairement entouré par les gens privilégiés de base. Et aussi, j'ai commencé à chercher les jeunes talents issus de l'immigration derrière la caméra. Et donc, comme j'ai commencé à travailler plus en Angleterre, j'avais plus de contact avec les jeunes de la toute nouvelle génération en France. Donc, j'ai commencé à demander à mes amis de me présenter quelqu'un, si tu connais quelqu'un, Et donc, je me suis renseigné, puis je commençais à les contacter. On a commencé à prendre un café tous les deux, et puis la prochaine fois, voilà, avec une autre personne, tous les deux. Et ça a enchaîné avec plein de rendez-vous de café. Exactement. Et puis tout d'un coup, il y a un nom qui est apparu qui s'appelle Div+. Oui. Et qui est aujourd'hui, depuis 2021... 2021, oui, ça a été qui est depuis 2021 le premier collectif qui fait la promotion de la diversité et l'inclusion pour les techniciens
dans l'audiovisuel et dans le cinéma. Et aujourd'hui, ça prend de plus en plus d'ampleur. Vous êtes plus de 300 membres sur Discord à vous donner, à vous soutenir, donner de l'aide, donner des mentorships, faire des talks. Tu as été promu, tu as été accepté dans ce collectif qui est très de grande renommée, qui s'appelle l'AFC. Bravo Kalamé. Et tu vas pouvoir déconstruire grâce à ce collectif aussi ce qui se passe dans les autres sphères. Et c'est ça en fait pourquoi j'ai voulu vous réunir aujourd'hui. Je suis désolée, on va devoir y aller parce qu'on a 30 minutes de rab et on va devoir clôturer cette conversation. Pourquoi j'ai voulu vous réunir aujourd'hui, c'est à l'image de ce qu'a fait Kanamé. Il a créé Divé+, pour réunir des gens, pour s'entraider, se soutenir. Ce n'est plus une question de communication, de compétition et d'individus seuls dans son coin. On peut aussi se réunir les personnes qui sont là aujourd'hui, qui sont réalisateurs, réalisatrices, producteurs, productrices, acteurs, actrices, techniciens, techniciennes, cascadeurs, scénaristes, tous les métiers du monde du cinéma et de l'audiovisuel, pour qu'on puisse déconstruire les choses et qu'il y ait une personne qui fasse partie de ce collectif, qui commence à percer le plafond de verre et demain peut-être se retrouver comme Michelle Yeoh aux Golden Globes, au César, etc. Merci à tous. Et merci beaucoup à la Ferme du Buisson, au festival Si Loin, Si Proche, de m'avoir offert cet espace. Et on peut faire une photo avec tout le monde, je ne sais pas comment, mais... Et bravo Linda, s'il vous plaît. Bravo. J'espère que vous avez aimé cet épisode hors série qui raconte les histoires des diasporas asiatiques. Merci à toutes ces interventions de qualité et aux professionnels du cinéma de s'être réunis pour cette rencontre et repenser le cinéma de demain. Et un grand merci bien évidemment au festival Si Loin Si Proche et la Ferme du Buisson de nous avoir offert cet espace. Pour soutenir le média et pour continuer à le faire vivre, partagez, commentez sur YouTube, mettez des étoiles sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou sur vos plateformes de podcasts préférées. Vous pouvez rejoindre la Banmi Community en adhérant à l'association pour participer et soutenir le projet Banmi, rencontrer, échanger et prolonger l'expérience avec Banmi Community avec un accès au salon Discord, profiter davantage et de bons plans avec les partenaires Banmi. Retrouvez la page adhésion sur notre nouveau site internet ban-mi.co. Vous retrouverez également tous nos épisodes de podcast, articles de blog et le merch de la team Banmi. Vos contributions nous permettront de faire vivre et soutenir l'association, de continuer à créer, réaliser et produire des contenus audio et vidéo. Le lien pour devenir adhérent, adhérente et contribuer à l'association est dans la description. Je vous dis à très bientôt pour les prochains épisodes de la saison 3 de Banmi.